avoir différentes personnes qui vont se présenter. Alors, mesdames, vous allez parler des solutions, en fait, pour essayer d'améliorer un peu tout ce qu'on vient de vous expliquer, ces catastrophes. Je compte sur vous pour essayer d'être dans la solution, même si on est toujours happé par le diagnostic et le constat. Je vous laisse la parole. Et puis, présentez-vous quand même, parce que vous faites tous des métiers différents. Donc moi, je suis Lauriane Vermoer, je suis infirmière libérale dans le Tarn. Et donc, je suis membre du collectif Santé en danger et du collectif Infirmiers libéraux en colère. Je vais vite faire un tour un peu des problématiques qu'on a aujourd'hui dans la profession et ensuite j'ai des solutions à proposer. Ouais. Donc aujourd'hui, les infirmières libérales, c'est des acteurs clés du maintien à domicile de nos seniors, mais aussi du virage ambulatoire qui a été pris par le système hospitalier. Et donc on est sursollicité en ce moment. Parallèlement à ça, on est les oubliés du Ségur. On n'a pas du tout eu de revalorisation ni quoi que ce soit lors du Ségur. Nos tarifs n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans. Ça veut dire qu'une infirmière, aujourd'hui, elle gagne la même chose qu'il y a 15 ans, alors que le coût de la vie a explosé. Parallèlement, ils nous ont mis en place des forfaits. Ce qu'expliquait tout à l'heure Angie, c'est du coup qu'on passe une fois, 2 fois ou 3 fois chez le patient, on gagne exactement la même chose. La logique financière des cabinets est de refuser aujourd'hui les prises en charge lourdes, ce qui fait qu'on laisse des patients sur le côté. Parallèlement à ces forfaits, ils ont créé aussi une barrière kilométrique. Moi, je suis en pleine zone rurale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plafonné, on n'est plus payé de nos indemnités kilométriques quand on se dépêche chez des patients qui sont loin. Donc imaginez des patients qui sont fortement dépendants, qui méritent 3 passages, et en plus, au bout de 2 passages, on n'est plus payé des kilomètres. C'est des gens qu'on ne prend plus. Ça veut dire qu'on laisse les personnes les plus isolées et les plus dépendantes sur le côté. C'est des personnes qui aujourd'hui ne sont plus soignées, qui sont obligées soit d'être hospitalisées, soit qui meurent en silence, ou soit qui sont obligées d'être institutionnalisées. Aujourd'hui, nos indemnités de déplacement sont à 2,75 € brut. Concrètement, on ne rentre pas du tout dans nos frais avec le prix de l'essence qui a explosé. Pour vous donner juste une idée des tarifs, le BSC, donc c'est le forfait le plus haut pour les personnes les plus dépendantes, il est à 28 € brut, sachant qu'on a à peu près 50% de charge sur ces tarifs. Donc ce qui fait que quand on s'occupe de quelqu'un qui est fortement dépendant, ça veut dire toilette au lit, un change en début d'après-midi, un nouveau change le soir, on y passe entre 2h30 et 3h par jour, on est payé 14 € net pour 3 heures de travail. On est bien en deçà du SMIC. Avec le collectif Infirmiers libéraux en colère, on a fait une enquête sur la profession. Et aujourd'hui, le constat est quand même alarmant parce que 58% des infirmières pensent arrêter leur activité, des infirmières libérales pensent arrêter leur activité dans les 5 ans à venir. Donc après, les déserts médicaux, c'est les déserts paramédicaux qui se profilent au niveau de la santé de ville. Et donc il est urgent d'entendre nos problèmes et de trouver des solutions. Juste, vous avez entendu parler du mouvement des infirmiers libéraux. Voilà. Parallèlement à ça, on est confrontés, nous infirmières, puisqu'on travaille sur prescription, aux déserts médicaux. Aujourd'hui, moi je suis dans un désert, enfin la France est un désert médical, mais je suis vraiment dans une zone très dépourvue. Et aujourd'hui, le seul médecin avec qui je travaille part à la retraite l'année prochaine. On ne sait pas comment on va travailler parce qu'on n'aura plus d'interlocuteurs pour nous faire des prescriptions. Il gère une patientèle énorme. On gère énormément de choses pour lui. On essaye de le décharger au maximum, sauf que ça nous prend énormément de temps et tout ça, c'est pas reconnu. Nous, nos problèmes aujourd'hui, on a des solutions à proposer pour dégager du temps médical, pour ne plus laisser de côté les gens les plus dépendants. Donc, tout d'abord, je vais commencer déjà par une revalorisation de nos honoraires, parce que c'est pas normal qu'on ait des prises en charge qui nous coûtent de l'argent. Et on parle même plus de rentabilité, on parle de travail à perte. Donc, ça c'est le premier point. 15 ans sans revalorisation, c'est pas possible. Et ce qui fait que, du coup, parallèlement, ça résoudra le problème du fait qu'on laisse des gens sans soins et les personnes les plus dépendantes de côté. Si vous revalorisez les actes et les forfaits justement de prise en charge de nursing et ce genre de choses, ça les rendra plus attractifs et on va reprendre en charge ces gens-là qui aujourd'hui nous coûtent plus que et nous permettent pas de vivre. Vous êtes obligé de faire des choix. Oui, on trie les patients. Vous vous rendez compte ? Ouais.
Et franchement, ça nous arrache le cœur quand on refuse, quand quelqu'un nous appelle, il est dans la détresse, il trouve personne pour le lever le matin, pour le laver, et qu'on dit non. Enfin, franchement, on n'a pas fait ce métier-là pour dire ça. Et en même temps, c'est ça, on est chef d'entreprise. Il y a un chiffre là sur le nombre de cabinets d'infirmiers libéraux qui ferment. On est entre 120 et 130 000 infirmiers libéraux aujourd'hui en France. Imaginez à 5 ans, 50% en moins, 58% en moins. C'est les intentions, ça ? Ouais, ça c'est les intentions. Mais c'est déjà en marche, hein, parce que, moi j'ai fait mon bilan comptable avec mon comptable là, justement la semaine dernière. Il m'a dit c'est une hécatombe chez les libéraux. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est une catastrophe. Il n'a jamais vu de cabinet infirmier fermé aussi vite en si peu de temps. Donc c'est... En fait, on est des entreprises à part entière, et du coup, il faut qu'on soit à l'équilibre. Donc il y a un moment, les charges, elles augmentent, nos salaires n'augmentent pas, voire diminuent avec les dernières mesures qui ont été prises. Forcément, on est en faillite, quoi. Alors, revalorisation, ensuite. Ensuite, donc, parallèlement, donc on subit les déserts médicaux. Et du coup, moi, par exemple, j'ai une grosse baisse de patientèle parce que les gens ne vont plus se faire soigner parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc, ce qu'on propose, c'est de dégager du temps médical sur tout ce qui est la partie rôle propre. Aujourd'hui, à l'hôpital, aucune infirmière ne va voir le médecin pour avoir une ordonnance pour faire une toilette ou pour faire un pansement simple. Pourquoi, en ville, la Sécu oblige, pour rémunérer les infirmières, d'avoir une ordonnance pour ça ? On passe un temps fou à les appeler pour qu'ils nous refassent. En plus, on leur dit « tu me fais une BSI pour monsieur Tant à compter de telle date ». Enfin, c'est ridicule. On les embête. Ils passent un temps fou à faire des paperasses pour des choses où en fait... Il n'y a pas une feuille de route, par exemple, pour un mois là, ils ont changé. Semaines. Maintenant, c'est pour 1 an quand ils nous font une BSI. Mais ça reste ridicule. Enfin, c'est pourquoi on les embête pour demander l'autorisation de faire une toilette, quoi. Enfin, c'est... Oui. C'est ça. Oui, mais bon, en général... Ouais, mais les toilettes, en général, c'est pas sur les toilettes qu'il y a de l'abus, en général. On fera les questions après. Ouais. Hein, on fait les questions après ou les remarques après, ça vous va ? On vous entend pas, donc en fait, il faudra après faire vos remarques au micro, d'accord ? Okay, ensuite, donc là, il va y avoir la réingénierie du diplôme et la création. Alors, ce mot fait beaucoup bondir les médecins, mais d'une consultation infirmière. Alors, rassurez-vous, on veut pas du tout prendre votre boulot. Nous, notre rôle infirmier, on a vraiment un champ de compétences qui est différent du vôtre et qui est complémentaire. On pourrait faire des consultations de prévention, d'éducation. Aujourd'hui, ils nous ont mis la vaccination. Bon, on n'est pas encore nombreux à s'en emparer, mais au moins des consultations de vaccination, parce que prescrire un vaccin sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est un peu délicat. Et surtout de coordination, parce qu'aujourd'hui, on coordonne énormément de choses en ville, et ça, c'est pas du tout reconnu. Ça nous prend un temps fou en dehors de nos tournées, et il n'y a aucune valorisation de ce champ de compétences-là. Il faut conclure. Ok. Ensuite, du coup, on propose une autonomie pour la gestion des plaies simples aussi, parce que souvent, les pansements, c'est nous qui les gérons, et c'est pareil, on fait une liste de courses au médecin, et il recopie, donc ça, c'est du temps médical perdu. Et ensuite, on aimerait la création d'un acte au niveau de notre nomenclature pour la gestion de l'urgence. C'est des situations qui nous prennent énormément de temps et c'est pareil. Sur une tournée, on arrive chez le patient, il est par terre, on constate qu'il a peut-être une fracture, il faut appeler le SAMU, le faire évacuer sur l'hôpital. En attendant, il est seul à la maison, on ne va pas le laisser au sol. Ça nous prend 3/4 d'heure, 1 heure. Ça nous retarde toute notre tournée derrière et ça, c'est gratuit. Il n'y a aucune reconnaissance de ça. Et enfin voilà, ça c'est des choses qui sont importantes, qui soient reconnues pour nous. Merci Lauriane. Voilà. On continuera d'en parler tout à l'heure à l'occasion des questions. Vous avez compris quand même pourquoi c'est difficile d'organiser le soin, parce que y a plein de professionnels concernés et donc à la fois tout le monde est en difficulté, tout est mal organisé et en fait quand on dit les médecins ça les fait bondir ou ça fait bondir les infirmiers, il faut comprendre que tout ça c'est des prétextes supplémentaires pour surtout ne rien changer. Et en fait les politiques aiment beaucoup opposer les professions entre eux, mais il y a le collectif Santé en danger. Donc nous, on fait les arbitres, ouais, je dis ça gentiment, mais c'est vrai qu'on essaye on prêche pour une partition où chacun a sa place. Alors, qui va prendre la parole maintenant ? C'est moi, du coup. Ah oui. Sandra. C'est Sandra. Donc Sandra, je suis auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie à domicile. Voilà, à domicile. Tu vas nous expliquer les problèmes très très vite. Très vite. Et ce qu'il faudrait. Ok. Alors,
Bonjour déjà et merci de m'avoir invité ici. Moi, le problème, ça va être très vite. Le problème de ma profession, c'est le manque de reconnaissance, clairement, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est notre métier, tout simplement. Combien de fois, quand je passe dans la rue, qu'on me demande mon métier, quand je discute, on me dit « Oh, ça va, tu fais le ménage chez les petits vieux, c'est cool !» Alors que non, pas du tout. Il faut savoir qu'une auxiliaire de vie, elle n'est pas là pour faire le ménage. Elle est là pour prendre soin de la personne en priorité. Le ménage, ça passe après les soins, après tout ce qu'on fait auprès de la personne. Et normalement, si on fait bien notre travail, on est censé accompagner la personne dans son ménage et pas le faire à sa place, dans la mesure du possible, évidemment, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Là, on le fait à leur place. Mais voilà. Donc déjà, je voulais rétablir ça parce que c'est vrai qu'on nous prend trop souvent pour des femmes de ménage et c'est le problème qui fait que notre métier est mal reconnu, mal valorisé et qu'on est sous-payé, que nos indemnités kilométriques ne sont pas prises en compte. Certaines boîtes remboursent 0,38 centimes le kilomètre, mais là encore, pas toutes le font. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir ça dans ma boîte. Ensuite, on est devant un gros problème de manque de personnel également aussi. Et le problème qu'on a à domicile maintenant, c'est le glissement des tâches. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'infirmières libérales, il n'y a plus d'aides-soignantes. Donc les auxiliaires de vie, on se retrouve à faire des choses qu'on est dans l'illégalité, mais qu'on fait quand même, c'est-à-dire les toilettes. Par exemple, on n'a pas le droit de faire de toilettes. Ben, moi, je douche tous mes bénéficiaires. Je pose des étupes péniens, je fais la distribution et le pilulier. Je fais la distribution de médicaments, je fais le pilulier. Je fais des aspirations trachéales. Qu'est-ce que je pourrais vous citer? Plein de choses. Bon, des petites choses comme les bas de contention, ça normalement on ne doit pas le faire non plus. Ben, on le fait aussi. Voilà, on a un gros problème de glissement des tâches. Et moi je dirais que les solutions pour apporter à mon métier, ce serait en premier lieu une revalorisation déjà du travail, une reconnaissance réelle du travail que nous faisons. Et ensuite des formations. On a vraiment besoin de formations gestes et postures, des formations pathologie, des formations on pourrait même presque faire des formations sur l'administratif parce qu'on fait tout, de nos jours, tout passe par Internet et nous on s'occupe de personnes qui, la plupart du temps, les personnes âgées, Internet, ils sont perdus dessus, donc on fait tout leur administratif aussi. Donc il faudrait peut-être qu'on soit aussi formé administrativement. Il nous faut des formations de soins parce qu'on remplace les aides-soignantes, on remplace les IDE. Donc il faudrait peut-être qu'on soit aussi formé sur certains soins, pas les gros soins, mais peut-être déjà les toilettes, ça on pourrait prendre le relais sur les aides-soignantes et les IDE, sur les toilettes par exemple. On le fait déjà de toute façon, donc autant le faire former et dans le légal, parce que là, à l'heure actuelle, moi, si je fais tomber mon bénéficiaire sous la douche demain, c'est tout pour ma poire au tribunal. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire sur les auxiliaires de vie, et je vais passer la parole. Merci Sandra. Alors il faut noter l'engagement de Sandra puisqu'elle a participé au CNR, on était là-bas ensemble et donc on a mis nos deux collectifs ensemble. Le collectif La Force Invisible des aides à domicile, hein, c'est ça le nom exact? Oui, voilà, alors c'est écrit sur le t-shirt parce que c'est impossible à retenir. Voilà, mais vous pouvez, autrement c'est écrit là-bas. Hein, voilà. C'est écrit en gros là-bas. Donc nous sommes partenaires depuis longtemps. Bien, eh ben, je vous laisse choisir, mesdames. C'est Coralie qui... non? Ah, il y a une question, pardon. Oui, madame. Pardon, je vous entends très mal. Elle pensait que c'était dans tes compétences. Attendez, on va vous donner un micro. Non. Ah, si vous me demandez si c'est dans mes compétences de faire des toilettes, c'est ça? Non, non. Oui, pas les aides ménagères. Euh, La différence avec les aides ménagères. non, Les aides en fait, ménagères n'ont pas le droit, ça oui, on le sait. les aides ménagères. Mais les auxiliaires de vie, Oh. sincèrement, moi en tant qu'infirmière libérale, on pensait que ça faisait partie de vos compétences, l'aide à la toilette. Non. Des aides à la toilette. Ah, les aides à la toilette avec l'infirmière, oui. Non, vous. À Sans nous, présence l'aide, on d'infirmière. aide la personne à se laver. Oui, ça, on peut par contre. Ah, voilà. Ça, on a le droit. Mais une toilette au lit et, Ah non, mais pas les toilettes au lit, non. une douche, on n'a pas le droit de le faire, ça. Et on le fait.
par contre. Oui, Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les infirmières libérales peuvent faire les toilettes, les aides-soignantes peuvent faire les toilettes, je vois que là, les auxiliaires de vie peuvent faire les toilettes. Le truc, c'est que s'ils étaient un peu malins quand on organise la santé, probablement que dans des territoires, il n'y a que des auxiliaires de vie, à tel autre territoire, ce sera plutôt des aides-soignantes. Comme de toute façon, la population vieillit partout. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, quand on présente les choses comme ça, on a l'impression d'un grand bordel, mais s'il y avait une cartographie des possibilités en santé par région, tout le monde aurait sa place, quoi. Et de la coordination. Ce qui est anormal, c'est qu'il n'y a pas de... Je pense que auxiliaire de vie, ça nécessiterait quand même une forme de revalorisation. Bon, en fait, vous avez compris qu'il y a un glissement de compétences un peu à tous les niveaux de par le manque de tout. C'est un peu ça le résumé. Merci beaucoup. Les aides à domicile. Juste pour réagir très très rapidement, parce que je suis aussi ex-infirmier libéral, la reconnaissance que vous demandez par rapport à des soins, j'ai juste envie de vous dire, faites la formation d'aide-soignante et il n'y aura pas de problème. Oui, le problème, c'est qu'on ne nous les finance pas, ces formations-là, en fait. Donc, nous, on n'a pas les moyens. Oui, mais avec vous un ne pouvez salaire pas demander à d'auxiliaire un de vie. système non plus de vous valider dans un système de diplôme qui est hiérarchiquement au-dessus du vôtre. Le problème, C'est comme c'est si que- une infirmière demandait une revalorisation en ayant le droit de faire des actes médicaux ou chirurgicaux. C'est du même. Vous voyez ce que je veux dire? Le glissement de tâches, à un moment donné, vous ne pouvez pas l'accepter en tant que tel. Et si Dans vous ce cas-là, voulez, ils ont qu'à embaucher des aides-soignants. Même, aussi, à un Mais moment donné, je dis pas le enfin, contraire. Même, tu vois, avec une. Je me permets de te tutoyer, Bien excuse-moi. Même avec, par exemple, tu vois, un recul d'expérience, par exemple, est-ce que ce serait très choquant si une auxiliaire de vie qui avait 10 ans de carrière derrière elle, de facto, elle validait pas un diplôme d'aide-soignante? Non, c'est choquant de dire ça. C'est Ben, choquant, je sais pas, hein. ça s'appelle la VAE. Ça Ouais. existe, c'est prévu. Bah, ça J'ai existait aucun pour les pro- profs à une époque où il manquait de profs, quoi. Je gère un organisme de formation, hein, donc j'ai Mhm. aucun problème avec ça. Donc Juste- ce que tu dis, c'est qu'en fait, il faudrait que ces professionnels-là fassent la démarche pour Peut-être, enclencher. ou en tout cas qu'on facilite leur reconnaissance à travers plus de fluidité dans l'accession à des niveaux diplômes, Oui, etc. donc là, il y a un sujet. Il y a un sujet, effectivement. Merci beaucoup pour cette question. On continue. Orateur suivant. Alors, si je ne m'abuse, c'est Coralie. Oui. Coralie, je te laisse te présenter. Ok. On est toujours sur le thème du grand âge. On essaye d'aller très vite sur le constat dramatique. On essaye de faire un focus sur les propositions. Ok. Merci. Déjà, je voudrais quand même remercier le collectif Santé en danger et tous les organisateurs de la soirée. Vraiment, c'est très sympa de nous. C'est qu'on nous qui puisse, vous remercions. Sans orateur, on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça. Alors, il faut que je parle de tout toute la soirée, mais je serai saoulant. Du coup, moi, je suis le docteur Coralie Josuan. Je suis médecin généraliste dans l'Hérault, à 3/4 d'heure de Montpellier, en secteur semi-rural, installée depuis 4 ans. Bon, clairement, dans l'Hérault, on est quand même moins déficitaire qu'en rural par ici, mais on a déjà énormément de difficultés. Et donc, j'ai du mal à imaginer ce que ça peut être en rural plein. Je ne vais pas revenir sur toutes les difficultés d'accès aux soins pour les personnes âgées. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure. Et effectivement, le médecin généraliste essaye de se coordonner avec tous ses autres collègues, que ce soit hôpital, clinique, ville, mais aussi tous les soignants à domicile, infirmières, kinés, auxiliaires de vie. Et effectivement, tout ça prend du temps et on sait qu'on en a de moins en moins. Ce que je voudrais dire, c'est que là, ça fait 4 ans que je suis installée et clairement, depuis le début, ça a été galère sur galère. On a une charge administrative impressionnante, déjà pour gérer le cabinet médical, mais aussi dans notre quotidien, avec toutes les ordonnances de BSI, de prescription de bons transports, tous ces certificats inutiles pour la pétanque, pour la cantine, maintenant pour les assurances, pour les banques. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de faire que de la paperasse et de plus soigner mes patients. Et clairement, ça s'est vu. Dans la même ville, avec le même nombre de jours travaillés, je voyais plus de patients en tant que médecin remplacé qu'en tant que médecin installé. Enfin, c'est quand même un monde. J'ai pu voir effectivement avec mes collègues du secteur que finalement, je n'étais pas la seule à faire face à ces difficultés. Et de là, se sont montés aussi des collectifs de médecins libéraux. Et grâce aussi au collectif Santé en danger, je peux voir que c'est les mêmes difficultés partout. On nous demande de toujours faire plus avec toujours moins. Ça ne peut pas passer, quoi. On dit qu'il manque de médecins, mais en fait, il y a 15 000 médecins en attente et qui ne veulent pas s'installer. Oui, vu nos conditions de travail, on les comprend tout à fait.
Et effectivement, la convention médicale vient d'être signée. Alors du coup, l'assurance maladie se félicite, comme quoi vraiment on a un choc d'attractivité. Enfin, je ne sais pas comment ils réfléchissent, mais clairement, c'est pas ça qui va nous faire nous installer ou rester installés. Parce que la difficulté, c'est aussi de rester. Moi, tous les jours, je me pose la question, si je pars ou si je reste. C'est quand même pas normal après 4 ans d'exercice. Donc on sait que l'assurance maladie a un budget restreint. Et elle ne fait que nous mettre de plus en plus de restrictions, de conditions. Et effectivement, beaucoup de médecins se posent la question de rester ou partir, et de rester, mais de manière déconventionnée, c'est-à-dire se libérer de toutes les restrictions de la CPAM, sauf bien sûr à notre éthique médicale, et ainsi pouvoir mettre des tarifs libres, sauf que du coup c'est le patient qui paye, il ne sera remboursé que sur la base de 61 centimes, alors qu'il continue de cotiser à l'assurance maladie. Donc effectivement, Alors, là ça veut dire... Juste peut-être pour expliquer ça, pour étayer ton propos, s'il y a des gens qui sont un peu perdus. En fait, la convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie, elle est tellement drastique, elle est tellement restrictive d'un point de vue économique pour les médecins, que la conséquence, c'est qu'il y a plein de jeunes médecins qui ne veulent pas s'installer. Et donc, de facto, ça entretient un peu les déserts médicaux qui concernent 10 millions de Français. Voilà, faut comprendre ça. Parce que c'est vrai que les Français ils disent « Ouais, les médecins, qu'est-ce qu'ils font ?» Bah ouais, mais bon, c'est vrai qu'après 10-12 ans d'études, on a aussi le droit d'attendre certaines conditions de vie, certains niveaux de vie, de rémunération. Et pour le moment, aujourd'hui, ces choses-là ne sont pas garanties. En tout cas, ce n'est pas le cas, ce qui fait qu'ils ne s'installent pas. Et donc, il y a des médecins qui ont envie de passer, donc ça s'appelle en honoraire libre ou en secteur 2. Secteur 3. Secteur 3, c'est-à-dire hors convention, pour pouvoir appliquer des tarifs à la population plus élevés, pour eux, probablement faire face à une réalité économique qui est celle de tous les Français, mais qui est aussi la leur. Le gros problème de ça, c'est que là, on n'est plus dans la convention du tout. Donc, en fait, les patients concernés ne sont plus remboursés. Et on aimerait également pouvoir investir dans nos cabinets médicaux. Investir dans du personnel, dans une secrétaire médicale, dans une assistante médicale, ou dans du matériel, d'avoir des locaux plus grands pour accueillir des étudiants. Et bien là, clairement, on ne peut pas. On est obligé de demander des financements à l'ARS et à la CPM pour essayer de mettre ça en place. Alors que normalement, on devrait être autonome. C'est un peu le libéral. Du coup, ce qu'on réfléchissait, c'est que si le médecin était libre de faire des dépassements d'honoraires, mais remboursés par les mutuelles, il pourrait adapter le tarif de sa consultation à la complexité de la consultation. Parce que clairement, effectivement, un rhume, une cystite qui nous dure 10-15 minutes, et effectivement un patient lourd, personne âgée, polypathologique, ça ne prend pas le même temps. De pouvoir adapter effectivement en fonction de ses charges. C'est déjà pas mal. Eh ben, merci beaucoup. C'est important d'entendre. Ouais. Oui. Et une dernière, pardon. Je pense que le principal du problème, c'est de pouvoir écouter les soignants du terrain. Clairement, ils savent leurs difficultés et ils connaissent déjà des solutions. Donc les collectivités locales ont aussi un rôle majeur à jouer, d'aller vers leurs soignants, de voir comment ils peuvent les aider, que ce soit pour leurs locaux, mais aussi de manière personnelle, pour leur logement, le logement des étudiants. Vraiment, il y a de quoi faire pour aider vos soignants de terrain, et peu importe le soignant, quoi. Oui, parce que ce qu'on essaie de vous expliquer ce soir, c'est qu'il y a une vraie déconnexion entre les politiques, les élus en charge de l'organisation de la santé en France et le constat des professionnels sur le terrain qui, eux aussi, ont des propositions éventuellement à faire. Et là, vous voyez bien qu'il y a un affrontement idéologique total entre des professionnels de santé qui, eux, sont animés par le fait de gagner leur vie, certes, mais bon, surtout de garantir un accès aux soins à la population, et des politiques qui sont des technocrates, qui savent mieux que vous et moi ce qui est bon pour vous et moi. Et heureusement que le collectif existe. Bon, il y en a d'autres, heureusement que les syndicats sont là aussi, mais nous, c'est vrai qu'on essaye un peu de casser cette logique-là qui est complètement insupportable. Merci beaucoup, les médecins généralistes, ils ont été dans l'actualité depuis de nombreux mois. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de Médecins pour demain, ce sont des médecins qui se sont rassemblés pour justement dénoncer le tarif de la consultation. Il y en a qui ont déplaqué, qui ont changé de métier quand même. Il
faut le savoir, comme les infirmières libérales d'ailleurs. Et voilà, le point d'orgue, c'est cette signature avec cette convention qui est en fait... effectivement, quand vous avez l'impression d'aller voir un médecin généraliste aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un médecin libéral. C'est-à-dire qu'il est libre dans son organisation économique d'exercer, mais en fait, c'est pas vrai du tout. La convention avec la CNAM, elle a complètement forfaitisé la rémunération des médecins qui sont obligés maintenant d'obéir à plein de règles. C'est extrêmement infantilisant quand même. Faut le savoir. C'est des règles d'administratif qui s'adressent à des médecins bac plus 12. C'est quand même là la limite un peu. C'est que des politiques réinventent la médecine. Merci beaucoup. De rien. Bon, on peut t'applaudir. Alors maintenant, on va passer la parole à Jenny. C'est ça, je ne me trompe pas. Jenny, tu vas te présenter. Tu vas présenter ton rôle dans le système de santé. Et toi, tu as au moins 2 casquettes, Azalée et IPA. J'ai dit une connerie? Non. J'ai pas dit de connerie? Non. Ok. Pas pour le moment. J'ai toujours raison. Ok. Et en tout cas, les IPA, elle va vous expliquer un peu, enfin en tout cas, tu vas expliquer un peu comment c'est ton problème, mais vous voyez, c'est caricatural du fait d'opposer les professionnels entre eux. Les infirmiers de pratique avancée, ils ont forcément leur place dans le système de soins aujourd'hui, surtout dans le contexte de pénurie de médecins qui existe. Oui, mais en coordination avec des médecins. Et s'il n'y a pas de médecins, comment voulez-vous faire comprendre à des médecins que les IPA peuvent faire de la prescription, de la primo-consultation, etc., etc. Autant je pense que voilà, dans un exercice en harmonie avec des professionnels, c'est génial. Mais quand les politiques vous disent les déserts médicaux, vous inquiétez pas, c'est pas grave. On manque de médecins à cause du numerus clausus, vous inquiétez pas, c'est pas grave, on a d'autres professionnels. Les autres professionnels, c'est les infirmiers libéraux, c'est les IPA. Alors, on essaye de réinventer une sorte de partition dégueulasse de ce qui n'est pas l'accès aux soins. Voilà, je te laisse la parole. Merci Arnaud. Coralie avait dit qu'elle ne parlerait pas longtemps, qu'elle me laisserait un peu de temps déjà à l'imputer parce qu'elle a tenu ses 10 minutes. Ok, c'est parti. 7. Donc voilà, moi je suis Jenny Adjé, donc je suis actuellement infirmière salariée de l'association Azalée et donc infirmière en pratique avancée au sein de cette association. Je suis rentrée en 2019 chez Azalée. Donc je vais pas, c'est pas tout le monde ici ne sait pas encore ce qu'est l'association Azalée. Donc Azalée, je fais un récapitulatif et c'est très intéressant que j'intervienne. Je vais vous dire pourquoi et j'espère le traduire maintenant parce que dans tout ce qui a été cité, finalement, se jouent des choses aujourd'hui chez Azalée dans le plaisir à travailler dans un modèle singulier qui est en danger et qui est toujours en danger malgré ce que prétend enfin la CNAM. Donc l'association Azalée a été fondée en 2004 sur médecins généralistes qui croyaient en la collaboration infirmière et médecin, une expérimentation sur des actes dérogatoires, donc quelque chose de très défini, un protocole expérimental sur donc les infirmiers qui veulent travailler avec des médecins. Créer le projet, on dit souvent mais c'est quoi Azalée, c'est obscur, comment on fait pour entrer là-dedans? C'est parce qu'en fait Azalée dit le projet doit partir de vous. Voilà, le projet part du terrain avec une adhésion. Alors une adhésion parce qu'on se connaît déjà, parce qu'on a confiance, une adhésion parce qu'on s'est rencontrés, mais en tout cas des médecins choisissent de travailler avec telle personne pour travailler chez Azalée et leur confier des patients dans ce qui est à la base défini par le protocole expérimental et qui est aujourd'hui la norme vu qu'on est rentré dans le droit commun depuis quelque temps, c'est-à-dire pour tout ce qui est dépistage des troubles cognitifs, suivi des pathologies chroniques, éducation thérapeutique, spirométrie, donc dépistage des BPCO. J'en oublie peut-être, mais voilà, beaucoup aussi le suivi des patients qui ont des diabètes. Donc ça, c'est la base. Et effectivement, cette équipe qui se choisit au sein d'Azalée, qui est un modèle singulier, donc c'est-à-dire qu'en gros, on nous dit, mais qui vous dirige? Ben voilà, il y a des ingénieurs à Paris, mais qui nous disent depuis le départ, depuis qu'on a été recruté, à toute infirmière, aujourd'hui on est 2000 infirmières et 9000 médecins généralistes, vous avez des compétences, on vous fait confiance. À partir de là, si sur votre territoire, et c'est ce qui est ressorti aussi, c'est-à-dire qu'il y a autant de territoires que de problématiques, et quand on dit territoire au bassin de population, c'est pas forcément une échelle immense, c'est-à-dire que la ville qui est là, elle a peut-être vraiment des problématiques différentes de celle qui est à 20 km, mais du coup, à partir de là, vous, infirmière Azalée, moi, quand je suis rentrée, si quelque chose vous parle aux professionnels de votre territoire et aux médecins avec qui vous travaillez, montez le projet. Donc Azalée, il y a une cellule innovation qui est intéressante et qui contribue tellement
on l'a entendu en fait au plaisir qu'on prend à travailler. Il y a eu des tas de protocoles, des médecins généralistes qui disaient non mais attendez, les écoles, et j'en citerai pas qu'un parce que je vais perdre mon temps, mais si vous en voulez, il y en a d'autres. On nous envoie les enfants, l'école dit il faut dépister les troubles 10, ils passent par le généraliste qui envoie chez l'orthophoniste, qui derrière fait pas de retour, l'orthophoniste qui lui se dit mais attends, au début le travail que ça me prend de faire un état des lieux parce que je sais pas vraiment pourquoi on me l'adresse. Donc une infirmière azalée, un médecin généraliste, l'orthophoniste du secteur, on crée un truc où en fait l'enfant passe d'abord par l'infirmière azalée qui fait une certaine batterie de tests et qui du coup garde le lien avec l'orthophoniste, le médecin généraliste, donc il y a quelque chose encore du suivi partagé, et l'orthophoniste qui reçoit l'enfant, il y a déjà eu un premier dépistage de fait sur certaines choses. Pourquoi pas? C'est pas à reporter peut-être sur le territoire d'à côté parce qu'il n'y a pas d'orthophoniste, parce que aussi c'est ça. On voit qu'il y a beaucoup d'humains dans ce qu'on fait, dans notre façon d'accrocher sur une équipe ou pas. Et finalement, un médecin va peut-être plus avoir envie, comme un médecin avec qui je travaille à Rougeant, de travailler avec la petite enfance. Elle est rentrée d'ailleurs à Oxytadis, qui est aussi quelque chose qui suit les enfants qui ont des troubles 10. Et d'autres pas du tout. Ils vont plutôt aller sur des protocoles, sur les troubles amnésiques. Mais bon, en tout cas, Azalée nous dit depuis le début, voilà, on a confiance en vous, vous avez des compétences, allez-y, à partir de là, faites juste remonter ce qui marche. Donc il y a cette espèce d'adhésion et à l'humain avec qui on travaille et à quelque chose de l'ordre de la confiance dans le travail qui fait qu'aujourd'hui, énormément d'infirmières libérales, il y en a plein qui disent mais comment on fait pour entrer chez Azalée parce que finalement ces conditions de travail là on nous dit le patron c'est le patient, prenez le temps qu'il faut pour le patient. J'ai entendu c'est utopique et je crois que c'est maintenant que si on entend que c'est utopique de se baser sur les besoins du patient et sur le plaisir au travail, eh ben, on a tout perdu parce qu'en fait on n'a plus envie de se battre et je crois qu'aujourd'hui c'est parce qu'on ne croit plus ici en tout cas on ne croit pas à cette utopie, on a envie de se battre pour nos conditions de travail, on est tous là ce soir. Donc Azalée, c'est ça, ça reste ça. Et pourtant, la CNAM qui dit qu'elle soutient Azalée depuis 1 an, et on repart dans cette histoire de convention, celle qui a été imposée aux médecins, nous impose une convention, parce que la CNAM nous finance, bien sûr, où là, la dernière qui est tombée, on nous dit fin de l'innovation. Donc vous restez dans votre protocole initial, fin du choix, c'est-à-dire qu'on en mettra des infirmières Azalée dans les zones désertiques. Donc en gros, c'est reparti, on met des gens dans des cases. J'ai entendu le terme de rustine, c'était Anne Wagner tout à l'heure, mais finalement c'est ça. Et je crois que maintenant, aujourd'hui, je vais basculer après là-dessus. Moi, j'ai basculé sur infirmière en pratique avancée. Donc, je réponds maintenant à la question, parce qu'on me l'a déjà posée. Si je n'avais pas déjà travaillé avec ces médecins généralistes comme infirmière Azalée, est-ce que finalement, j'aurais bossé avec eux comme IPA? Et la réponse, malheureusement, elle est certainement pas sûre, voire non, parce que finalement, il a fallu qu'on reconstruise ensemble un modèle et attraper cette nouvelle profession. Qu'est-ce qu'on en fait ensemble? L'adhésion humaine était là. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est le plus difficile pour arriver déjà à imposer une collaboration. Parce que, voilà, en tant qu'infirmière en pratique avancée, on est des collaborateurs avant tout, mais qui ont été finalement amenés, alors que dans d'autres pays, ils sont là depuis longtemps. Mais peut-être que la construction de la collaboration s'est faite différemment. En tout cas, voilà, on a été un peu avancé comme une solution, comme plein d'autres, jeté en pâture. Mais par contre, ce que j'espère, c'est que finalement, on entende que la collaboration avec les infirmières en pratique avancée, comme avec plein d'autres collaborateurs de territoire dans des modèles qu'on construit ensemble, peut être une solution. En tout cas, moi, aujourd'hui, je travaille avec 5 médecins généralistes à Metz, dans une compétence. Alors on va dire, mais t'es IPA ou t'es Azalée? On s'en fout, je suis surtout infirmière. J'ai une compétence que j'ai acquise quand j'ai fait mes missions d'infirmière Azalée. J'ai des nouvelles compétences que j'ai acquises quand je suis allée dans ma formation IPA. Maintenant, est-ce que je suis médecin? Surtout pas, j'en ai pas fait la formation. On n'a jamais prétendu être des médecins et on n'en est pas et on ne le saura jamais parce qu'on est infirmier. Super infirmier, c'est affreux d'entendre ça, n'importe quoi. Quel est le critère super? En fait, il faut arrêter surtout les superlatifs. On est des infirmiers qui avons des compétences différentes, les infirmiers en pratique avancée, mais on n'a pas les compétences des autres non plus. Donc en fait, dans cette espèce de couteau suisse de compétences sur un territoire, qu'est-ce qu'on s'approprie pour prendre plaisir à travailler ensemble? Parce que depuis tout à l'heure, on l'entend aussi, Arnaud, c'est la recherche de sens. Pourquoi on travaille comme ça n'a plus aucun sens finalement pour personne. Et dans cette recherche de sens et en plus de reconnaissance, quand on dit finalement j'en ai plus, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de reconnaissance, comment? À mon sens, la clé c'est de trouver du plaisir le matin en allant bosser avec l'équipe avec qui on bosse. Je me régale avec les médecins avec qui je travaille et pourtant je suis IPA, donc comme quoi c'est possible. Oh là 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 là, alors attends, j'ai pas dit tout ce que je fais. C'est que 10 minutes, arrête, je m'étais entraînée. Bon, je finis, bien sûr. Et donc finalement, tout ça pour dire que
Humainement, il y a des filles super qui veulent bosser avec des médecins IG et j'espère qu'un jour elles auront la porte entrouverte. Et ensuite, que quand on a nos patients en consultation, qui qu'on soit, moi ce que j'aime leur rappeler, c'est que finalement, quand ils souhaitent la bonne année à leurs proches, ils leur souhaitent pas le bon pouvoir d'achat, ils leur souhaitent la santé avant tout. Et qu'on a peut-être ce pouvoir de leur rappeler que ça se fait dans les urnes et que aux prochaines élections, si en tout cas aux dernières élections présidentielles, il n'y avait pas du tout la santé, elle n'était pas là. Donc peut-être qu'il faudra quand même commencer à réfléchir à des gens qui proposent des choses et peut-être orienter le vote là-dedans. En tout cas, prendre plaisir et créer des équipes, qui que soient les intervenants, qui proposent des solutions pour répondre à des besoins de territoire, là où il y a la pathologie, mais aussi toute la problématique sociale qui se greffe à tout ça et auquel j'essaie aussi de contribuer. Merci. Merci. Bon, vous avez vu, il y a du monde quand même pour s'occuper de vous, enfin de nous plus tard. Il y a des infirmières libérales, des auxiliaires de vie, des médecins, des infirmières azalées, IPA. Il y a du monde parce que effectivement le soigner, ça reste quand même un beau métier. Le problème, c'est qu'il faut qu'il soit organisé de telle manière que les jeunes aient encore envie de faire ce métier-là. Et la promotion des professions, c'est bien, mais il faut quand même veiller à ce que tout le monde s'y retrouve. Et c'est très compliqué de nos jours. Est-ce qu'il y a des questions sur... allez-y, madame. Est-ce que quelqu'un peut donner le micro à madame? Voilà, Emmanuel. Merci. Je voulais revenir sur 2 éléments importants de la Convention. Le premier, Marie-Josée Renaudie, donc je suis gynécologue médicale, actuellement à la retraite. Donc je voulais revenir sur 2 choses extrêmement importantes. D'une part, c'est qu'il y a des données complètement opposées à l'éthique. Par exemple, le médecin va avoir un financement s'il diminue le nombre de prescriptions des patients, s'il diminue le nombre d'inhibiteurs, la promptaproptone des médicaments pour les troubles digestifs, etc., etc. Ça, c'est vraiment inimaginable au niveau de l'éthique. Et deuxièmement... Pourquoi l'Académie de médecine, le Conseil de l'ordre laisse faire? Eh bien, si vous voulez... Parce que là, c'est une ingérence. Bon, je pense qu'en l'occurrence, les mesures qu'ils essayent de faire, c'est de limiter la prescription de ça. Il y a quand même des messages de prévention derrière. Oui, non, mais honnêtement, si vous voulez, on ne peut pas soutenir des mesures de ce type-là. Et la deuxième chose, je vous ferai remarquer que les protocoles de coopération ou délégations de tâches, comme vous les avez très bien décrits, datent de la loi HPST de Roselyne Bachelot 2009. 2009, le vrai problème était le manque de médecins. Si on avait augmenté le numerus clausus à ce moment-là, imaginez déjà, nous sommes 15 ans plus tard, 16 ans peut-être même, je ne sais plus, non, 15 ans, eh bien en fait, nous aurions déjà beaucoup plus de médecins sur le terrain pour travailler et pour faciliter le travail pour tout le monde. Alors bien sûr, il y a des problèmes phénoménaux au niveau des infirmiers, alors là, vraiment, nous vous soutenons absolument. Mais si vous voulez, il y a quand même des problèmes politiques de politique de santé qui doivent être posés au niveau national, qui ne peuvent pas continuer comme ça. Écoutez, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Il est certain que s'il y avait suffisamment de médecins, on parlerait que de collaboration entre les professionnels. Et comme il n'y en a pas assez de médecins, forcément, ça devient un peu de la délégation de tâches, etc. Et là, du coup, ça crispe tout le monde. Mais là, pardon. Pardon, madame. Alors, attendez. Il faut prendre un micro. Criez dans le micro, s'il vous plaît. C'est là le problème. Non, je veux dire juste que il ne faut pas confondre délégation des tâches. Il faut vous présenter parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Excusez-moi. Moi, je suis ophtalmologiste. Quelle que soit la profession, j'estime qu'on ne peut pas faire une délégation de compétences. Qu'on fasse des délégations des tâches, oui, parce que on doit marcher à chacun, aider dans la possibilité de ce qui peut être faciliter le travail de chacun, tout à fait. Mais une délégation de compétences, c'est pas admissible, mais quelle que soit la profession, quoi. Le travail de l'infirmier ne peut pas être fait par l'aide-soignant, le travail de l'aide-soignant peut être fait... C'est parce que c'est la pénurie. Mais la pénurie, mais pourquoi on accepte ça? Moi, je le sais pourquoi, m'engueulez pas. Mais c'est la pénurie qui crée ces sujets-là. Parce qu'en fait, on se dit, bon, il n'y a rien, ce sera mieux que rien si on fait ça. Vous voyez, c'est mieux que... Non. Non, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que mieux que rien, non. Il vaut mieux rien pour qu'on se rende compte de ce que ça représente. Là, on met
Enfin, moi, mon grand-père parlait, c'est cotère sur jambe de bois, quoi. C'est tout. Tout à fait. Voilà. Merci, madame. Eh Par bien, contre, écoutez, la mesdames, poudre rouge, ça merci marche. beaucoup d'avoir abordé ce grand thème qui le méritait. Merci. Elles restent là, hein, donc vous pouvez les interpeller.